Bonjour. Dans le cadre des corrections des annales de concours, nous allons nous intéresser aujourd'hui à HEC 2015, voie économique, et nous allons traiter l'exercice, c'est un exercice d'algèbre. Alors, soit n, un entier supérieur ou égal à 2, donc l'exercice vous l'avez devant vous. N est donc un entier supérieur ou égal à 2, et nous avons la base canonique de Rn qui est E1, En. Donc, B égale E1, E2, etc. En, c'est la base canonique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que E1, bien entendu, c'est 1, 0, etc. E2, c'est 0, 1, 0, etc. Et ainsi de suite, En, ce sera 0, 0, etc. 0, 1. Donc, on a un vecteur V de coordonnées V1, Vn. V, donc ses composantes sont V1, etc. Vn, avec la somme de i égale 1 jusqu'à n dvi qui vaut 1. Alors, je considère l'application f, donc c'est l'application définie sur Rn par f de x égale x moins sigma de i égale 1 à n des xi fois le vecteur v, avec x qui vaut, bien entendu, x1, xn. Première question, petit a, montrer que f est un endomorphisme de Rn. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? Donc, on veut montrer que f est un endomorphisme de Rn, ou que f appartient à L de Rn, ce qui veut dire la même chose. Donc, il faut montrer deux choses, que f, si x appartient à Rn, f de x appartient à Rn. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que f est linéaire. Alors, la première, si x appartient à Rn, alors, comme v appartient à Rn, sigma dv dxi pour i égale 1 jusqu'à n est un nombre réel, c'est un scalaire. Donc, vu que Rn est un espace vectoriel, x moins sigma des xi de i égale 1 jusqu'à n fois v appartient également à Rn. La linéarité maintenant. La linéarité. Donc, je prends x appartient à Rn, y appartient à Rn, et alpha, un réel. F de x plus alpha y, ça vaut donc x plus alpha y moins sigma de i égale 1 à n d xi plus alpha yi fois v, c'est-à-dire x plus alpha y moins sigma des xi fois v de i égale 1 jusqu'à n plus alpha sigma de i égale 1 jusqu'à n des yi fois v. C'est-à-dire x moins sigma de i égale 1 jusqu'à n des xi fois v plus alpha
facteur de y moins sigma de i égale 1 jusqu'à n de yi fois v. C'est-à-dire f de x plus alpha f de y, ce qui prouve que f de x plus alpha y égale f de x plus alpha f de y. Donc f est linéaire et par conséquent, f est un endomorphisme de Rn. Petit b. Montrer que f rond f égale f, soit x appartenant à Rn. F rond f de x, c'est égal à f de x, c'est-à-dire f de x moins sigma de i égale 1 jusqu'à n des xi fois v. Par linéarité de f, c'est égal à f de x moins sigma de i égale 1 jusqu'à n des xi fois f de v, parce que sigma des xi, c'est un nombre, bien entendu. Alors, combien vaut f de v? F de v vaut v moins sigma de i égale 1 jusqu'à n dvi fois v. Mais la somme des vi, c'est égal à 1. Donc c'est v moins v, c'est-à-dire 0. Par conséquent, f de v est nul. Donc f rond f de x, c'est égal à f de x. Donc f rond f égale f. Voilà pour la question 1. Question 2. Déterminer le spectre de f. Spectre de f. Nous venons de voir que f carré égale f. Donc x carré moins x est un polynôme annulateur de f. Ses racines sont 0 et 1. Donc 0 et 1 sont donc des valeurs propres possibles de f. Ce n'est pas certain qu'elles en soient, mais en tout cas, donc, il ne peut y avoir d'autres valeurs propres que 0 et 1. Maintenant, nous allons vérifier que ce sont bien des valeurs propres. Donc, nous avons vu tout à l'heure que f de v égale 0. Donc, 0 est valeur propre. Et v est un vecteur propre associé. Je considère un x qui vaut x1, etc., xn, tel que sigma des xi égale à 0, de i égale 1 jusqu'à n. Oh ben, je peux prendre n'importe quel vecteur qui vérifie cette condition-là. Il y en a des milliers. Donc, prenons par exemple x égale 1, 0, etc., 0 et moins 1 à la fin. Donc, la somme des xi vaut bien 0. Combien vaut f de x? Ben, f de x, c'est x moins sigma de xi de i égale 1 jusqu'à n
fois V, c'est égal à X. Donc, bon, celui-là, on va l'appeler x0. Donc, f de x0 égale x0 moins la somme des xi fois V, c'est-à-dire x0. Donc, 1 est également valeur propre. Et x0 est un vecteur propre associé. Nous venons de prouver que 0 et 1, elles sont toutes les deux des valeurs propres de f. Donc, le spectre de f, c'est 0, 1. Très bien. Troisièmement, petit a, montrer que le vecteur y appartient à im de f si et seulement si f de y vaut y. Alors, dans un sens, celui-ci, si y appartient à im de f, il existe u appartenant à Rn, n'est-ce pas, tel que y égale f de u. Donc, f de y, c'est f de u, f carré de u. Mais f carré, or, f carré égale f. Donc, f de y, c'est f de u, c'est-à-dire y. Ainsi, si y appartient à im de f de y égale y. Dans ce sens-là, si f de y égale y, alors, donc y est une image, c'est l'image de y. Donc, on a bien qu'il existe un u appartenant à Rn, tel que y, c'est f de u. U, ce serait y lui-même. Donc, y appartient à im de f. Et nous avons démontré donc l'équivalence. Ainsi, y est dans im de f si et seulement si f de y donc est égal à y. Petit b. Montrer que la dimension de im de f est inférieure ou égale à n-1. Nous avons v qui appartient à ker de f, et v est non nul. Donc la dimension de ker de f est supérieure ou égale à 1. D'après le théorème du rang, comme dimension de ker de f plus dimension de im de f égale n, donc la dimension de im de f est inférieure ou égale à n-1. Petit c, nous devons montrer que pour tout i de 1, n-1, donc quel que soit i appartenant à 1, n-1, ei moins ei plus 1 appartient à l'image de f. Bon, appartenir à l'image, ça signifie que son image, c'est ei moins ei plus 1 lui-même, d'après ce que nous avons vu à la question petit a. Donc nous allons le montrer, nous allons calculer f de ei moins ei plus 1. Ben, c'est égal à f de ei moins f de ei plus 1, par linéarité bien entendu. Alors f de ei moins f de ei plus 1, qu'est-ce que c'est? F de ei, eh bien c'est ei moins sigma
de I de J égale 1 jusqu'à N, des EI que je vais indicier par un J au-dessus, c'est-à-dire les coordonnées de EI, fois le vecteur V. Mais EI vaut donc 0, etc. 0 et 1 à la ième position et des 0. Bien entendu, le 1 peut être en première position ou en dernière, peu importe. Mais ce qu'il est important de relever, c'est que la somme des EI, des EIJ plutôt, la somme des composantes, la somme des coordonnées, vaut 1. Donc F de EI vaut EI moins V. F de EI plus 1 pour la même raison. F de EI plus 1, c'est EI plus 1 moins V. Donc, F de EI moins F de EI plus 1, c'est EI moins V moins EI plus 1 moins V, c'est-à-dire EI moins EI plus 1. Très bien. Par conséquent, ce vecteur a pour image le vecteur lui-même, donc il appartient à l'image. Ainsi, EI moins EI plus 1 appartient à im de F, quel que soit I appartenant à 1, N-1. Petit d, en déduire une base de l'image et la dimension de l'image. Bon, la dimension de l'image, c'est le rang de F. Alors, nous venons d'exhiber n-1 vecteurs qui sont E1 moins E2, E2 moins E3, etc. En-1 moins En, ça représente donc n-1 vecteurs. Est-ce que ça forme une base de l'image? Déjà, on va montrer que c'est libre. Donc, je considère soit alpha 1, etc., alpha n-1, n réel, tel que alpha 1 facteur de E1 moins E2, plus alpha 2 facteur de E2 moins E3, plus etc., plus alpha n-1 facteur de En-1 moins En, égale 0. Et je vais voir si ça nous conduit à ce que tous les alpha i sont nuls, à ce que la famille est donc libre. Donc ça nous donne alpha 1 E1 plus alpha 2 moins alpha 1 E2 plus alpha 3 moins alpha 2 E3 plus etc. plus alpha n-1 moins alpha n-2 En-1 plus alpha n-1 plutôt moins alpha n-1 En égale 0. Mais E1 En est une base. C'est la base canonique de Rn. Donc, c'est une famille libre automatiquement. Ça veut dire que alpha 1 vaut 0. Alpha 2 moins alpha 1 vaut 0. Alpha 3 moins alpha 2 vaut 0. Etc. Alpha n-1 moins alpha n-2 vaut 0. Et moins alpha n-1 vaut 0. On constate tout naturellement que quel que soit i appartenant à 1 n-1, alpha i vaut 0. Donc, la famille E1 moins E2, E2 moins E3, etc., En-1 moins En
est libre. Donc la dimension de im de f, elle est supérieure ou égale à n-1. Mais comme dans la question petit b, elle était déjà inférieure ou égale à n-1, donc dimension de im de f égale n-1, le rang de f c'est n-1, et la famille E1 moins E2, etc. En moins En moins 1, En moins 1 moins E, En moins 1 moins En, plutôt, est une base de im de f. Quatrièmement, petit a. La dimension de Ker de f, nous avons vu que la dimension de Ker de f était égale à 1. Nous ne l'avons pas vu, mais en tout cas, vu que le rang c'est n-1 et que, d'après le théorème du rang, la somme des dimensions du noyau et de l'image c'est n, c'est que la dimension du noyau c'est 1. Mais alors, on sait que V appartient à Ker de f, V n'est pas nul. Donc Ker de f, c'est vecte de V. Petit b, quels sont les sous-espaces propres de f? Sous-espaces propres de f, il y en a deux. Sous-espace propre de f associé à 0, c'est Ker de f. Et sous-espace propre de f associé à 1, c'est l'ensemble des y tels que f de y égale y. Dans la question 3a, c'est donc l'image. Donc le noyau et l'image, ce sont les deux sous-espaces propres de f. Comme la somme des dimensions du noyau et de l'image est égale à n, qui est la dimension de l'espace, d'après le théorème du rang, la somme des deux dimensions des deux sous-espaces propres, dimension de cep de f et de 0 plus dimension de cep de f1 égale n. Donc, f est diagonalisable. Cinquième et dernière question. Écrire la matrice M de F dans la base canonique de Rn. Donc la matrice M, elle vaut bien entendu F de E1, F de E2, etc. F de En exprimé sur E1, En. F de E1, c'est égal à E1 moins sigma des E1J de J égale 1 jusqu'à N V, c'est-à-dire E1 moins V, ou si vous préférez, moins E2, moins E3, etc., moins En. F de E2, c'est également E2 moins V, puisque la somme des E2J, ça vaut aussi 1. Ça fait moins E1, moins E3, moins etc., moins En. F de E3, c'est moins E2, moins E1, moins E2, moins E4, moins etc., moins En. Et ainsi de suite. Et enfin, f de En vaudra moins E1, moins E2, moins En moins 1. Donc f de E1, donc c'est, je remplis maintenant la matrice 0, moins 1, moins 1, moins 1.
f de 2, c'est moins 1, 0, moins 1, moins 1. f de 3, c'est moins 1, 0, moins 1, etc., moins 1. Une diagonale de 0, et tous les autres éléments sont des moins 1. Très bien. Voilà la matrice M. Donc M, si je veux l'écrire de manière plus compacte, M, c'est MIJ, I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N, avec MIJ égale moins 1 si I est différent de J, et MIJ égale 0 si I égale J. Alors, M', c'est la matrice de F dans une base de vecteurs propres. Alors, on va considérer une base U1. UN-1, c'est base de im de F. Et UN, c'est un vecteur directeur du noyau ou une base de Kerr de F. Nous savons que F de UI égale UI pour I compris entre 1 et n-1, et f de un égale 0. M' vaudra donc f de u1, f de un-1, f de un, exprimé sur u1, un. Bon, bien entendu, f de un vaut 0, f de u1 c'est u1, f de u2 c'est u2, etc. f de un-1 c'est un-1. Donc, la matrice M', c'est la matrice qui ressemble à la matrice identité, sauf que la dernière cellule, M'NN, vaut 0 au lieu de 1. D'accord? Donc voilà, on voit naturellement que M' est de rang n-1, puisque donc, la sous-matrice d'ordre n-1, elle est égale à l'identité. C'est terminé pour cet exercice. Merci de votre attention.